Thank you. Le président, je vous remercie. Je pense qu'en l'occurrence, le huis clos partiel était justifié. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. À Yopougon, monsieur le témoin, combien de parlements pouvait-il y avoir à son plus haut, à son moment le plus, disons, au moment de la crise, à titre d'exemple, crise post-électorale, combien de parlements pouvait-il y avoir à Yopougon? Pas la crise post-électorale, hein. Vous voulez demander la période de la crise post-électorale? Excusez-moi, la période électorale. Électorale. Ok. Euh, on pouvait avoir plus de 10 à Yopougon. Celui de la Sorbonne, à titre d'exemple. Dans le fonctionnement de ces espaces, chacun de ces espaces a un responsable, un président. Maintenant, la question est de savoir dans quelle coalition les différents présidents-là se mobilisaient. C'est la question. Et donc, pour reprendre, les agoras et parlements, comme on les nommait des espaces de libre expression, évidemment, la majorité de ces espaces de libre expression adhéraient à la JFM. À votre connaissance, et si vous pouvez nous indiquer la source de cette information, quitte à regarder un numéro sur la feuille que vous avez, comment étaient-ils financés, les parlements et les agoras? Les parlements et agoras, je peux dire qu'il y avait plusieurs sources de financement. La première source était d'abord interne, c'est-à-dire qu'il y a eu des activités développées dans ce parlement qui faisaient générer de l'argent. Vous voyez par exemple, on va venir avec des bancs, on va faire en sorte que les participants qui viennent s'asseoir, chacun va contribuer, par exemple, à hauteur de 100 francs la place et durant toute la soirée. Maintenant, outre les activités développées au sein des parlements, c'est clair qu'un certain nombre d'orateurs bénéficiaient d'une rémunération, bien entendu, venant du patron de l'Alliance des jeunes patriotes, selon les propos que eux-mêmes tenaient. Et quand vous dites eux-mêmes, est-ce que vous êtes capable de nous donner un numéro sur cette liste? Oui, bien sûr. Vous avez Vous avez 14. Vous avez 18. Vous avez 19. Et puis vous avez 20. 21 également. 22. Oui, c'est tout. Et pardon, 25.
Je voudrais préciser que, par exemple, 25, il n'était pas orateur, mais puisque vous me demandez la source, enfin, de l'information selon laquelle les gens recevaient une rétribution. Voilà. L'on remarque à un certain moment certaines activités autour du Parlement lui-même. Il y a une vie. Est-ce que vous êtes en mesure de nous décrire ce qu'on voit autour, dans, pas l'espace lui-même, mais où il y a les orateurs, il y a les chaises, mais ce qui forme souvent un carré? Il y a, comme vous l'avez indiqué, toute une vie économique. Il y a parfois par exemple, je prends le cas de la Sorbonne au plateau. Vous aviez des magasins qui sont tenus par des commerçants. Et cela veut dire qu'il y a quelque chose mensuellement, ces commerçants et ces magasins. Et en plus, il y avait la restauration. Les tenantes de ces restaurants également payaient quelque chose quotidiennement. Et puis, vous avez toute la masse de militants ou bien des gens qui viennent écouter, qui sont dans une tribune, et ceux-là que je parlais, ils contribuaient également. Le juge président, c'est un peu confus. De quelle période parlez-vous exactement? Parce qu'on était en 2002, 1999, puis on saute à 2010. De quelle période parlez-vous maintenant? On parle de la période à partir de 2002. Et mieux, quelques mois après, 19 septembre 2002. Donc, quelques mois après septembre 2002, il y a cette expansion du nombre de parlements. Vous avez décrit la Sorbonne, vous avez indiqué les moments où vous êtes allé là. Mais pour être plus précis, cette vie économique autour, est-ce que vous avez décrit au niveau des chaises, la place qu'il faut payer? C'est à quel moment dans le temps est-ce que c'était 100 francs la chaise pour s'asseoir et écouter un discours? La Sorbonne Plateau, par exemple, est à partir véritablement de midi. Il y avait de l'affluence et que les gens venaient s'asseoir pour écouter en contribuant. Pourquoi à partir de midi? Pour la simple raison que c'est à partir de midi, il y a une pause au niveau des fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux. C'est certains qui descendent pour perdre le temps entre midi et 14 heures. Et c'est cela majoritairement qu'on avait ciblé en organisant ainsi. Maintenant, pour les autres parlements, outre la Sorbonne, les autres parlements, c'est véritablement le soir, à partir parfois de 17 heures. 7 heures jusqu'à 19 heures. Et l'esprit, c'est toujours que les gens descendent du boulot et que d'éventuels fonctionnaires puissent aller encore écouter ou en contribuant. D'accord. Et ça, est-ce que c'est de toute la période, cette organisation que vous décrivez, juste pour la situer dans le temps,
C'est à partir de 2002, suite à la séparation du pays, jusqu'à 2002 jusqu'à 2007. Pourquoi 2007? Parce que après les accords de Ouagadougou en 2007, il y a eu, si vous voulez, une chute dans la mobilisation. Il y a eu une démotivation et certains parlements ont même cessé les activités. Donc ce que j'ai décrit, c'est 2002 jusqu'à 2007. Et après 2007, il y a-t-il eu une reprise des activités des parlements? Et après les accords de Ouagadougou, il y a un recul dans le nombre du Parlement et dans l'intensité des activités. Et dans le cadre des élections présidentielles de 2010, il y a une sorte de remobilisation des agoras des parlements pour la question, pour, je veux dire, l'objectif donc d'élection. Je vais vous montrer, monsieur le témoin, une vidéo qui est la pièce CIV OTP 0052 0673 de la minute 2:05 à la minute 3:01:14. Il y a également un transcrit que l'on trouve à 0054-0458 de la ligne 36 à 70. Et monsieur le témoin, evidence 2. Merci. Alors donc c'était M. Salam qui nous plantait donc le décor de la présence du général Charles Blé Goudé ici à la Sorbonne. Merci simplement d'écouter et de suivre le message du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Voilà. Le général Charles Blé Goudé. Voilà. On a l'occasion. Voilà de le saluer comme ça. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Et si de 2005 à aujourd'hui, malgré le fait qu'on a tout le monde entier contre nous, nous résistons encore et que ce pays est encore là, c'est parce que nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Et on doit continuer de compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi ce panel qui arrive là, nous-mêmes. Alors, monsieur le témoin, reconnaissez-vous le lieu en question? L'endroit où se trouve monsieur Blé Goudé, cette plateforme? Oui, l'arbre me rappelle la Sorbonne Plateau. D'accord. J'aimerais, je vais vous montrer une image que je dois la montrer à huis clos, c'est-à-dire le public ne peut la voir, donc seulement dans la salle d'audience. Et je vais appeler la pièce, si monsieur le greffier pouvait appeler la pièce excusez-moi une petite seconde, 0081 0081 0006 de mémoire, et plus spécifiquement la page 196 de cette pièce. Si vous me permettez, je vais vous donner le numéro ERN dans une seconde.
Mr. President, in the prosecution list, Maître Knops, Monsieur le Président, dans la liste fournie par l'accusation, ce document est indiqué comme étant document public. Le procureur, pardon, Maître Knops, oui, c'est un document public tel qu'il figure sur votre liste. Monsieur MacDonald, oui, c'est sur la liste. Maître Knops s'interrompant. Non, non, vous avez dit que seuls les juges devaient l'avoir, Monsieur MacDonald. Non, non, je voulais parler des personnes ici présentes dans le prétoire. Il ne faut pas qu'elles soient diffusées en public, mais les personnes ici présentes peuvent l'avoir. I think the question is why not to the public? Le juge président, s'il s'agit d'un document public, pourquoi ne pas la montrer au public? Le procureur, lorsque vous allez voir ce document, vous constaterez qu'il y a un nom qui apparaît sur cette photographie. Le juge président, il y a donc une raison derrière tout cela. Monsieur MacDonald, oui, oui, ce n'était pas une erreur de notre part, c'était voulu. 0105, s'il vous plaît. And if we can zoom in, please. Et veuillez agrandir l'image, s'il vous plaît. Closely on the picture, please. Veuillez zoomer la photographie, s'il vous plaît. Evidence 1. Bravo. Bon, évidemment, malheureusement, c'est une copie scannée de nos banques de données, mais vous reconnaissez cette photo? Évidemment, je la connais. Pourquoi vous la connaissez? C'est ma photo à moi, c'est moi qui l'ai pris. D'accord. Alors, vous avez fait référence... Qu'est-ce qu'on voit? À gauche, on voit l'immeuble qui est à la Sorbonne. Et puis, c'est tout le marché dont je parlais tout à l'heure. On voit à la fois les magasins, la restauration, les femmes qui vendent à manger. Donc, la vie économique autour du Parlement de la Sorbonne au Plateau. C'est ça. Et cette photo a été prise à quelle date environ? Je l'ai prise en 2009. D'accord. Alors, si on pouvait retirer l'image, s'il vous plaît. Vous nous avez décrit, monsieur le témoin, le processus. Donc, la Sorbonne, c'est de midi à 14 heures. Et après, en soirée, il y a les parlements, les autres parlements, les autres quartiers. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à la Sorbonne et après en soirée d'aller écouter le discours d'une même journée? Bien sûr. Pourquoi la Sorbonne était-elle de 12 heures à 14 heures et les autres en fin de journée? Outre le fait que les fonctionnaires retournent à la maison, est-ce qu'il y avait d'autres raisons? La Sorbonne, c'est à la Sorbonne d'abord que les responsables des autres parlements, à la fois des villes et des autres quartiers, c'est à la Sorbonne qu'ils viennent prendre les informations essentielles à véhiculer par la suite. Donc, vous constatez que, à partir du matin, pratiquement les orateurs de pratiquement tous les laborats et parlements se retrouvent d'abord à la Sorbonne, et ce, jusqu'à 14 heures, pour décrypter l'actualité nationale et internationale, et ensuite définir ce qui va être dit dans les autres parlements. En soirée ou en fin de journée? Pardon. À votre connaissance, quitte à nous indiquer les sources toujours,
qui contrôlait le message des orateurs? Ou était-il contrôlé même? Vous parlez de décrypter donc l'actualité. Mais qui décidait du contenu? Mr. President, I think Maître Knops, Monsieur le Président, je soulève une objection parce que cette question concerne la question ultime, savoir l'appréciation finale que fera votre chambre de la question du contrôle. Deuxièmement, la question est posée d'une manière qui suscite une objection de notre part. Le Président, Monsieur le témoin, pour ce que vous en savez, et dites-nous comment vous le savez, est-ce que les gens étaient libres de dire ce qu'ils voulaient dire? Est-ce qu'ils étaient libres de leurs propos? Non, Monsieur le Président, il ne faut pas être naïf. Jusqu'en 99, on pouvait dire tout ce qu'on veut à la Sorbonne. Mais No. de 2002, Wait a minute. Le Président, un instant. Oui. Lorsque vous faites une affirmation, j'aimerais que vous nous précisiez comment vous le savez, qui vous l'a dit, si vous l'avez appris de source directe, mais veuillez nous décrire cela. Allez-y. avant 2002, comme je l'indiquais, quand on arrive à la Sorbonne, on pouvait voir des acteurs d'obédience politique, des différentes obédiences politiques venir s'exprimer. Ça suffisait. Et à partir de 2002, comme je vous ai parlé des orateurs, les orateurs, lorsque vous êtes orateur, vous ne pouvez pas aller dire n'importe quoi dans votre agora. C'est vrai que il y a votre président d'agora qui a mis en place son agora, mais pour ce qui est du discours, des thématiques à aborder, il y avait une espèce de mot d'ordre à suivre. Alors, je comprends que vous étiez au Parlement, vous étiez à même d'entendre les discours, mais la question donc du libre choix de cette thématique, comment avez-vous appris cela? Quelles sont vos sources d'informations si vous regardez la liste? Il y a 23, et puis il y a 20, mais aussi 18. Il le disait clairement. Pourquoi il n'y avait pas cette liberté après 2002? Ou cette pluralité, liberté et pluralité d'orateurs? No, that's an opinion. Le Président, à ce moment-là, vous l'invitez à faire part d'une opinion. Le procureur, à moins qu'il le sache, le procureur, en tout état de cause, ce serait une opinion. Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Si oui, qui vous l'a dit? Que vous a-t-il dit? Voilà le genre de questions. Le procureur, Monsieur le Président, je propose que nous reprenions demain pour parler des thèmes abordés lors des parlements et des agoras que le témoin a entendu lui-même. Le Président, oui, ce serait une bonne idée. Le procureur, ce serait une bonne façon de commencer la journée de demain. Le Président, de toute façon, il est 16 heures maintenant. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9h30. Mais pas avant d'avoir donné la parole à 1, 2, 3 représentants de la défense de M. Blégoudet. Et je peux imaginer pourquoi.
Can we excuse? Le procureur, est-ce que l'on pourrait laisser partir le témoin d'abord? Le président, oui, je crois que oui. Est-ce que nous pouvons laisser partir le témoin? On peut laisser partir le témoin. Okay, Mr. Witness, Le président, très bien. Monsieur le témoin, vous pouvez rentrer chez vous pour vous reposer. Nous allons nous revoir demain matin à 9h30, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Merci beaucoup. and I give the floor. Et sur ce, je donne la parole à l'équipe de défense de Monsieur Blégoudet, Maître Bougnon. Le procureur, nous sommes en audience publique. Le président, oui, nous sommes en audience publique. Bien, allez-y. Oui, Monsieur le Président, c'était juste de manière courtoise savoir à quel moment l'accusation comptait finir, ceci pour des raisons de divulgation. Et comme nous avons 24 heures avant d'interroger le témoin, c'était pour avoir une fin de savoir à quel moment est-ce que le procureur comptait finir ces questions. Comme ça, on pourrait envisager d'autres choses. We will say approximately. Le président, de façon approximative, à titre approximatif. Votre délai de 24 heures est déjà commencé, car je vais terminer demain en matinée. Hein? Voilà. Merci. Merci. So you reckon to Le président, donc vous pensez pouvoir finir demain matin? Le procureur, oui, vu le rythme de cette déposition lors du deuxième volet d'audience. Le président, très bien. Je rappelle simplement à la défense que lorsque le procureur en aura terminé, les équipes de défense auront la parole. Maître Hendry, est-ce que vous souhaitiez intervenir? Il ne serait pas bon que nous divulguions aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas. Je m'en tiens à ce que le procureur a dit. Cela veut dire que ça doit être effectif. Vous finissez vraiment demain, matin. Ouais, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi on me pose la question. On a indiqué 6 heures. Faites le calcul. C'était ça, 6 heures. Alors, 6 heures, c'est une session, c'est une journée et demie. Alors, voilà, on y est. Je n'ai pas l'intention de déroger. Si je dérogerais, je vous aurais déjà informé. D'accord. Je m'en tiens à ce que le procureur a dit. Demain dans la matinée, il aurait fini. Merci. Yes, me too. So Oui, oui, moi aussi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il doit divulguer, mais il s'engage à en avoir terminé demain en fin de matinée. Alors, travaillez avec cela. Nous levons la séance et nous reprendrons demain à 9h30.